En revenant d'une longue opération à l'étranger, après des mois de poussière, de nuits blanches et de décisions qui auraient pu coûter des vies, je pris le train jusqu'à Lyon avec un seul espoir en tête, celui de retrouver un semblant de chaleur familiale. Je m'étais imaginé la scène des dizaines de fois dans ma tête durant le voyage. Peut-être que mes parents m'attendraient sur le quai, un sourire sincère au coin des lèvres, ou que ma sœur me sauterait dans les bras comme lorsqu'on était enfant. À la place, la gare était vide, le froid d'un après-midi gris me mordait les joues, et le seul son familier était celui de ma propre valise roulant sur les pavés. En arrivant devant la maison où j'avais grandi, j'ai remarqué que rien n'avait changé. Les volets bleus impeccablement peints, le jardinet parfaitement entretenu, la boîte aux lettres en cuivre poli, comme si elle sortait d'une photo de magazine. Mais derrière cette façade immobile, je sentais déjà que quelque chose clochait. J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma vieille clé, comme si le temps n'avait pas passé. L'odeur du café et de la cire, pour meuble, m'a frappé, mais aucune voix, aucun pas ne se sont fait entendre. Dans la cuisine, le frigo blanc brillait sous la lumière du néon. Et c'est là que mes yeux se sont arrêtés. Une enveloppe immaculée, scotchée bien en évidence sur la porte. Mon prénom écrit en lettres droites et froides. Mon cœur a accéléré, croyant un instant à un mot de bienvenue. Mais en déchirant le papier, mes mains se sont figées. À l'intérieur, une feuille avec un en-tête juridique et un chiffre, 68 000 €. Une facture détaillée, accusant ma prétendue responsabilité dans un accident ayant gravement endommagé la voiture de ma sœur, une Audi TTT qu'elle chérissait comme un trophée. Je me suis assise, incapable de comprendre. Je n'avais jamais conduit cette voiture. Avant mon départ, elle n'avait même pas voulu que je m'en approche, craignant que ma maladresse de soldat ne la raye. Mais là, noir sur blanc, la somme astronomique me désignait comme coupable. J'ai lu et relu les lignes, chaque mot semblant peser plus lourd que le précédent. C'était comme si, à travers ce document, on voulait réduire toutes mes années de service, toutes mes épreuves, à une dette ridicule et humiliante. Le silence autour de moi était presque assourdissant, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge murale. Ni un bonjour, ni un « comment tu vas ?» Juste cette accusation glaciale comme seul accueil. En rangeant le papier dans mon sac, je me suis demandé si c'était une mauvaise blague ou si, pire encore, c'était délibéré. Dans les missions que j'avais menées, j'avais appris à repérer les attaques subtiles, celles qui ne frappent pas de front mais qui sapent lentement la confiance et l'honneur. Cette facture, ici, dans ma cuisine, avait exactement ce goût-là. Ce n'était pas simplement une demande d'argent, c'était un message, peu importe ce que j'avais accompli là-bas, ici, à Lyon. Je n'étais rien de plus qu'un problème à régler, une dette à payer. Et à cet instant, je compris que ce retour ne serait pas une simple retrouvaille familiale, mais le début d'un nouveau combat, un combat plus silencieux, plus personnel et peut-être plus dangereux que tous ceux que j'avais déjà affrontés. Clara est entrée dans la cuisine comme si je n'étais qu'une silhouette de plus dans le décor. Elle portait une robe fluide, couleur ivoire, probablement achetée dans l'une de ces boutiques du centre de Lyon où chaque bouton coûte une petite fortune. Son parfum trop sucré a envahi la pièce avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Tu es revenue » a-t-elle dit d'un ton neutre, presque distrait, en jetant un coup d'œil rapide à la facture toujours posée sur la table. Elle n'a pas demandé comment j'allais, ni ce que j'avais traversé. Derrière elle, mon père se tenait droit, les mains croisées derrière le dos, son regard fixé sur moi comme sur une recrue indisciplinée. Ancien adjudant de l'armée française, il avait le don de résumer tout un jugement dans un seul froncement de sourcils. Quant à ma mère, elle n'a même pas levé les yeux de la casserole qu'elle remuait lentement, comme si ma présence n'était qu'une distraction mineure dans son programme quotidien.
Leur silence en disait plus que n'importe quel discours. Clara, avec son air assuré et sa réussite affichée, savait très bien comment faire planer ce mélange de condescendance et d'ironie polie. Mon père, sans un mot, me rappelait mes échecs passés, comme mes études interrompues, ou mes choix de carrière jugés trop risqués. Ma mère, elle, incarnait cette froideur calculée qui me renvoyait toujours le même message. Je n'avais pas suivi la voie qu'ils avaient choisie pour moi. Et donc, je ne pouvais être qu'une déception. Ce n'était pas la première fois que je faisais face à ce trio d'attentes déçues. Mais ce jour-là, après ce que j'avais accompli et vu, cela résonnait différemment. Je n'étais plus la jeune femme hésitante qui était partie chercher sa place dans le monde. J'étais revenue avec un savoir et une expérience qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ils ignoraient que, loin des rues paisibles de Lyon, j'avais dirigé des hommes et des femmes au cœur d'une mission classée secret défense, baptisée Tonnerre. Une opération où chaque décision pouvait coûter des vies, où chaque erreur pouvait devenir une tragédie nationale. Pendant que Clara donnait des conférences et que mes parents entretenaient leur jardin, moi, je naviguais dans un labyrinthe d'alliances fragiles et de menaces invisibles. Mes mains avaient serré des armes, mais aussi sauvé des civils piégés dans des zones de guerre. Aucun de mes gestes n'avait été pour la gloire, encore moins pour la reconnaissance. Et pourtant, à cet instant précis, face à eux, tout cela semblait invisible, effacé par leur image figée de moi. Alors que mon père détournait le regard pour prendre son café, et que ma sœur envoyait un message sur son téléphone, mon propre appareil a vibré dans ma poche, un signal codé, l'un de ceux que je ne recevais qu'en cas d'extrême urgence. L'écran affichait « Brèche, tonnerre confirmé, préparez-vous pour l'audition ». Mon pouls s'est accéléré. Je savais ce que cela signifiait. Quelqu'un, quelque part, avait franchi une ligne dangereuse et il allait falloir que je réponde de ce que je savais. Il continuait à parler de banalités, inconscient que dans quelques heures à peine, je serais plongé dans un autre type de bataille, une où le champ de guerre ne serait plus un désert lointain, mais bien ici, au cœur même de ma vie. Je n'avais aucune envie de me rendre à la cérémonie de Clara, mais une étrange combinaison de curiosité et de sens du devoir m'y a poussé. Le trajet jusqu'au complexe militaire de Ballard, en plein cœur de Paris, s'est déroulé sous un ciel bas et lourd. En franchissant les portiques de sécurité, j'ai ressenti ce mélange familier d'odeurs métalliques et de tensions, contenu propre au lieu où l'armée et la politique se croisent. Les couloirs étaient impeccables, décorés de drapeaux et de portraits officiels, chaque détail pensé pour impressionner. Dans la grande salle, des rangées de chaises alignées faisaient face à une scène éclairée par un projecteur central. Clara, au centre de l'attention, resplendissait dans une robe émeraude, parlant avec aisance à un petit groupe d'invités, comme si elle appartenait à ce monde depuis toujours. Je me suis installée discrètement au fond, choisissant un siège à moitié dans l'ombre. Autour de moi, des officiers en uniforme, des représentants politiques et des journalistes échangeaient des salutations codifiées. Personne ne me prêta attention, ce qui me convenait parfaitement. La cérémonie débuta avec un discours sur l'importance de la protection de l'environnement et le rôle des citoyens engagés. Le maître de cérémonie énuméra les accomplissements de Clara, ses campagnes pour la préservation des zones humides, ses projets éducatifs, ses collaborations avec des ONG internationales. Les applaudissements résonnèrent et je restais immobile, observant cette mise en scène avec une distance que je ne m'expliquais pas tout à fait. Puis, alors que Clara s'apprêtait à recevoir son prix, une voix forte et claire se fit entendre à l'autre bout de la salle.
Commandant Morel !» Le son fendit l'air comme un ordre en pleine mission. Mon corps réagit avant même mon esprit. Je levai les yeux et aperçus, debout dans l'allée, le colonel Lambert, mon ancien supérieur, vêtu de son uniforme de cérémonie. Il me fixait avec cette expression que je connaissais bien, mélange de respect et de reconnaissance silencieuse. Ce n'était pas une question, c'était une déclaration, un signal destiné à être entendu par tous. Un murmure parcourut la salle. Les têtes se tournèrent vers moi, certains visages cherchant à mettre un nom sur ce grade, d'autres déjà surpris par l'évidence. Clara, figée sur scène, laissa échapper un léger tremblement de la main qui tenait son trophée. Je me redressai lentement, croisant le regard du colonel et inclinant légèrement la tête en signe de salut. Pas un mot de plus ne fut échangé, mais l'effet était irréversible. En une seconde, l'image soigneusement entretenue de la sœur discrète, presque effacée, venait de voler en éclats. Dans cette pièce, et surtout aux yeux de ma famille, je n'étais plus l'ombre qui se glissait derrière les autres. J'étais le commandant Morel, et ce simple titre venait de réécrire le récit qu'ils pensaient connaître. De retour à l'hôtel, tard dans la soirée, j'avais prévu de simplement déposer mon sac, prendre une douche et essayer de trouver un peu de sommeil. La chambre était banale, impersonnelle, avec ses murs beiges et son odeur de désinfectant trop prononcée. Je posai mon sac sur le lit et sortis mon ordinateur sécurisé, une tablette blindée, protégée par plusieurs couches de cryptage militaire. C'était un réflexe presque automatique, comme vérifier son arme avant de dormir. Pourtant, dès que l'écran s'alluma, une alerte rouge apparut. Accès non autorisé détecté. Données sensibles, compromises. Mon estomac se serra. Je n'avais pas vu ce message depuis des années, et je savais que cela signifiait une chose grave. Quelqu'un avait ouvert une brèche. Je m'assis à la petite table sous la lumière jaunâtre et lançai immédiatement l'analyse des journaux d'activité. Les lignes de code défilaient, froides, impersonnelles, mais je savais les lire comme un carnet intime. La date et l'heure ne laissaient aucun doute. L'intrusion avait eu lieu 30 heures plus tôt, exactement la nuit de mon arrivée à Lyon, alors que j'avais laissé la tablette sur la table basse du salon familial. Le pire fut de constater que le mot de passe avait été accepté du premier coup. Ce n'était pas un piratage sophistiqué, pas une attaque venue d'un groupe distant. Le code d'accès, c'était ma date de naissance, un choix volontairement simple que j'avais conservé pour certaines sécurités locales, mais que seule une poignée de proches connaissait. Je me penchai en arrière, fixant le plafond, le cœur battant plus vite à chaque seconde. Je pouvais presque voir le geste. Quelqu'un de proche, assez à l'aise pour fouiller mes affaires, allumant l'écran, entrant le mot de passe comme on ouvre un tiroir familier. Aucun doute ne subsistait dans mon esprit. Clara, elle avait toujours eu cette curiosité mal placée, ce besoin de vérifier les secrets des autres, persuadée que tout lui était dû. Peut-être avait-elle cherché des photos, des messages privés, quelque chose à utiliser contre moi dans une dispute. Mais ce qu'elle avait trouvé dépassait de loin tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ce n'était pas un simple appareil électronique. C'était l'archive centrale de l'opération Tonnerre. Rapports tactiques, images satellites, communications cryptées, données classées au plus haut niveau. Des informations dont la divulgation pouvait mettre des vies en danger et provoquer un scandale d'État. Et maintenant, une partie de ces données était marquée comme consultée. L'idée qu'elle ait pu, même par ignorance, franchir cette ligne m'emplit d'un mélange de colère glaciale et d'inquiétude profonde. J'ignorais encore jusqu'où la fuite s'était propagée, mais je savais déjà que rien ne resterait contenu très longtemps. Je refermai les mains sur la tablette, la sensation métallique froide me ramenant à la réalité. Ce n'était plus seulement une question de famille,
C'était une bombe à retardement et l'horloge avait déjà commencé à tourner. Je passais une bonne partie de la nuit à examiner chaque ligne de données, chaque document, chaque image contenue dans la tablette. Très vite, l'évidence s'imposa. Les fichiers n'étaient plus intacts. Certains rapports avaient été modifiés, des paragraphes entiers réécrits avec un ton accusateur. Mes décisions sur le terrain, jadis saluées par mes pairs, apparaissaient désormais comme des fautes graves. Je tombais sur un extrait vidéo que je connaissais par cœur, celui où je donnais l'ordre d'interrompre une frappe aérienne après avoir repéré un groupe de civils sortant d'un bâtiment ciblé. Dans la version originale, on voyait clairement les drapeaux blancs improvisés, les silhouettes paniquées cherchant un abri. Dans cette nouvelle version, les images s'interrompaient brusquement, me laissant figée, comme si j'avais hésité sans raison, avant que l'écran ne passe au noir. Le commentaire accompagnant le fichier parlait de manquement à la discipline opérationnelle et de mise en danger de l'unité. Chaque altération semblait calculée pour me discréditer. Ce n'était pas un sabotage impulsif, c'était méthodique, pensé, presque chirurgical. On avait effacé les preuves de mes réussites, gommé toute trace de la reconnaissance officielle que j'avais reçue. Même les notes personnelles de mission, celles que je savais être enregistrées uniquement dans un espace chiffré interne, avaient été réarrangées, sortant des phrases de leur contexte pour donner l'impression d'un commandement hésitant, voire incompétent. Je sentis une colère froide monter en moi, mais aussi une inquiétude bien plus profonde. Celui qui avait fait cela savait exactement ce qu'il cherchait et comment l'utiliser. En recoupant les journaux d'accès, le schéma devenait clair. L'intrusion initiale avait bien eu lieu depuis le réseau domestique de mes parents, mais à peine quelques heures plus tard, les fichiers altérés avaient été exportés vers une adresse interne appartenant à une commission de contrôle militaire influente, présidée par un sénateur connu pour ses positions hostiles envers la présence de femmes au poste de commandement opérationnel. Je compris alors que Clara, par simple curiosité ou peut-être par une pointe de jalousie, avait ouvert une porte qu'un tiers attendait depuis longtemps de franchir. Elle n'avait peut-être pas conscience de la gravité de ce qu'elle faisait, mais elle avait offert la clé d'une attaque soigneusement préparée. C'était un coup stratégique, transformer un acte de courage, sauver des innocents, en preuve de désobéissance, puis diffuser cette version falsifiée dans les cercles politiques et militaires qui avaient tout à gagner à me voir tomber. Je connaissais déjà ce genre de manœuvre. Dans l'ombre, on construit une réputation négative avant même que la personne visée puisse se défendre. Et lorsqu'elle découvre la trahison, il est souvent trop tard pour inverser le récit. Cette fois, je refusais de laisser l'histoire se figer ainsi. Je rangeai la tablette, verrouillai tous mes accès et pris une décision ferme. Peu importe qui se cachait derrière cette manipulation, je remonterais la piste et je leur arracherais l'arme qu'ils venaient de fabriquer contre moi. À l'aube, alors que la ville de Paris s'éveillait à peine, je m'étais déjà enfermé dans un silence méthodique. Sur la table de l'hôtel, j'avais disposé tout ce qui pouvait constituer une preuve. Journaux d'accès, copies chiffrées des fichiers originaux, capture d'écran des versions modifiées. L'analyse des métadonnées venait de confirmer ce que je soupçonnais depuis la veille. L'accès initial provenait bien du réseau domestique de mes parents, et l'appareil avait été ouvert avec le code lié à ma date de naissance. Mais ce qui me frappa surtout, c'est qu'un deuxième utilisateur avait ensuite pris la main, transférant certains fichiers via un canal sécurisé réservé aux institutions de défense. Clara n'aurait jamais eu les compétences ni les autorisations pour effectuer un tel transfert. Cela signifiait qu'elle n'avait pas agi seule. Je pris le premier train du matin pour Lyon. Les heures passèrent
dans un mélange de colère froide et de concentration pure. Chaque cliquetis du wagon me rappelait le compte à rebours qui s'accélérait. Une fois arrivé, je me dirigeais sans détour vers l'immeuble moderne où Clara travaillait, un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit environnemental. Les grandes baies vitrées reflétaient un ciel pâle, presque métallique. Dans le hall, la réceptionniste me salua poliment. Mais je ne ralentis pas. Je connaissais le chemin, et je n'avais pas l'intention de prévenir ma sœur de ma visite. Je poussai la porte de son bureau sans frapper. Elle leva les yeux de son écran, surprise, mais pas vraiment inquiète. Vêtue d'un tailleur gris clair, elle semblait parfaitement à l'aise, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Je déposai ma tablette devant elle, l'écran déjà allumé sur le rapport d'accès. « Tu as ouvert cet appareil ?» dis-je, d'une voix basse et ferme. Ses mains se figèrent sur le clavier. Je croyais que c'était juste une vieille tablette. Je cherchais des photos, balbutia-t-elle. Je coupai court. Ce que tu as fait a déclenché une intrusion sur un réseau militaire. Les données que tu as vues sont classifiées. Son visage perdit un peu de couleur. Après quelques secondes de silence tendu, elle finit par lâcher. Il y avait un homme. Après la cérémonie, il disait travailler pour le ministère de la Défense. Il m'a posé des questions sur toi, sur ton matériel. Il connaissait ton nom, tes affectations. Je pensais que c'était un suivi de routine. Je notais chaque mot. Ses yeux trahissaient la peur, mais aussi cette naïveté qui, dans mon monde, pouvait tuer. « Comment s'appelait-il » demandai-je. Elle hésita, puis répondit « Il s'est présenté comme quelqu'un de l'état-major, mais je ne suis plus sûre. Grand, cheveux gris, regard froid. » Je savais déjà. Ce profil correspondait à un nom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Et s'il était revenu dans mon sillage, c'est que ce qui avait commencé comme une trahison involontaire venait de se transformer en menace calculée. Le nom s'est imposé dans mon esprit avant même que Clara ait fini de le décrire. Colonel Bruno Brice. Ancien stratège du renseignement militaire, passé maître dans l'art de neutraliser les officiers qui ne rentraient pas dans le moule imposé par les hautes sphères. Sa réputation le précédait partout où il passait. Derrière lui, des carrières brisées, des mutations forcées et des dossiers trafiqués jusqu'à effacer toute trace d'un service exemplaire. Brie n'agissait jamais frontalement. Ses armes étaient l'influence, la manipulation et la construction patiente d'un récit officiel où la victime se retrouvait elle-même coupable. Et maintenant, il venait de s'inscrire dans ma propre histoire, grâce à une porte entr'ouverte par ma sœur. En recoupant les faits de ces derniers jours, tout prenait un sens nouveau. La fameuse dette de 68 000 € arrivée pile à mon retour n'était pas qu'un règlement de compte familial, c'était une pièce de plus dans un puzzle soigneusement assemblé. Ce genre de narration, celle du soldat irresponsable, incapable de gérer ses affaires personnelles, se glissait parfaitement dans le type de profil que Brice aimait exploiter. Ajoutez à cela des fichiers falsifiés qui transformaient un acte de courage en désobéissance grave, et vous obteniez l'image d'une officier indisciplinée, dangereuse pour elle-même et pour ses équipes, une cible idéale à abattre dans le silence feutré des commissions fermées. Je savais que dans ce genre de campagne, la vérité ne pesait rien face à la répétition méthodique du mensonge. Chaque élément, même anodin, était recyclé pour nourrir l'accusation. Une facture devient une preuve de négligence financière. Un ordre donné pour sauver des civils devient un exemple d'insubordination. Une sœur jalouse devient une source crédible malgré elle. Brice n'avait pas besoin de tout inventer. Il se contentait d'assembler, de tordre, d'accentuer. Et une fois le récit en place, il se propageait comme un virus dans les réseaux fermés où se prennent les décisions qui peuvent ruiner une carrière. Assise dans le bureau de Clara,
Je la regardais sans rien dire. Elle ne réalisait pas encore qu'elle avait été un pion dans un jeu bien plus vaste qu'elle. Son visage trahissait un mélange de honte et de peur, mais aussi cette incrédulité des gens qui croient encore que les institutions, parce qu'elles sont officielles, jouent selon des règles équitables. Moi, je savais qu'elles pouvaient être aussi impitoyables que n'importe quel champ de bataille. Et dans ce jeu-là, Brice avançait toujours ses pièces en silence, attendant que sa cible soit isolée avant de frapper. Je me promis à cet instant précis que je ne lui laisserais pas la satisfaction de dicter la version finale de mon histoire. S'il voulait me peindre comme une menace, il allait découvrir que certaines menaces savent riposter. 2 jours plus tard, alors que je commençais à peine à remettre de l'ordre dans mes pensées, un message chiffré arriva sur mon canal sécurisé. Il ne comportait qu'une phrase: convocation immédiate, audition à huis clos, affaire Tonnerre. Pas de signature, pas de préambule, mais le sceau numérique officiel du ministère de la Défense. Je savais exactement ce que cela signifiait. Un déplacement urgent à Paris, devant une commission restreinte, avec pour mission de défendre non seulement mes actions, mais aussi la vérité elle-même. Je sortis de mon coffre personnel le support de données que j'avais toujours gardé à l'abri. Un disque crypté contenant l'intégralité des rapports originaux, enregistrements vidéo et audio, ainsi que les transmissions chiffrées de l'opération. Ce n'était pas un geste anodin. Si ce support tombait entre de mauvaises mains, il pourrait déclencher une crise diplomatique. Le matin du départ, la capitale était enveloppée dans une brume froide. En traversant le parvis du bâtiment où se tenait l'audition, je sentis le poids de l'architecture massive, presque intimidante, conçue pour rappeler à chacun où résidait l'autorité. Les couloirs étaient silencieux, seulement ponctués par le claquement sec des pas sur le marbre. On me conduisit jusqu'à une salle étroite, fermée, où m'attendaient 5 membres de la commission, tous en civil, mais dont le port altier trahissait les longues années passées dans l'armée ou les hautes fonctions publiques. Sur la table, un micro unique, un écran mural et un petit dispositif de lecture sécurisé pour brancher mon disque. Dès que l'on m'invita à exposer ma version, je branchais le support et projetais les séquences clés. La première montrait le bâtiment cible, les civils s'en échappant, les drapeaux blancs flottant dans le vent, puis mon ordre clair d'interrompre la frappe aérienne. Les visages autour de la table restèrent figés, impassibles. J'enchaînais avec les enregistrements audio, dont celui où l'on entendait distinctement un supérieur commenter avec mépris ma décision, comme si sauver des vies était un signe de faiblesse. Puis, je présentais les journaux de connexion et les rapports comparatifs démontrant les altérations, coupures d'images, suppression de séquences, modification de texte, suppression pure et simple de mes recommandations stratégiques. Chaque pièce que je montrais traçait la même ligne, une manipulation délibérée, destinée à transformer un acte de commandement responsable en un exemple de désobéissance punissable. Je mis en évidence les métadonnées prouvant que les modifications avaient été effectuées sur des systèmes liés directement à l'état-major du colonel Brice et à la commission présidée par le sénateur hostile à ma nomination. Un léger changement d'atmosphère se fit sentir, moins de froideur, plus d'attention. J'avais appris depuis longtemps à lire les signes, et je savais que les faits commençaient à fissurer le récit qu'on voulait leur imposer. Lorsque j'eus fini, je rangeai calmement le disque, regardai chaque membre de la commission droit dans les yeux, et déclarai « Voilà les faits. À vous de décider si la vérité a encore sa place ici. » À peine l'audition terminée, alors que je m'attendais à quelques jours d'attente avant toute décision, on me remit un ordre de mission, signé en urgence. Prise de commandement immédiate pour l'opération
frappe d'ombre. Le ton sec et l'absence d'explications détaillées m'alertèrent aussitôt. Le texte parlait d'une intervention rapide dans une zone désertique à la frontière syro-irakienne, avec pour objectif de démanteler un réseau de contrebande d'armes chimiques. Pourtant, les similitudes avec l'opération Tonnerre étaient trop nombreuses pour être une coïncidence. Dans mon esprit, cela sentait la manœuvre calculée, le genre de mission où l'on vous envoie sans filet, dans l'espoir que vous n'en reveniez pas. Mais refuser aurait été signer ma propre condamnation administrative. Alors j'acceptais le regard fixe et la résolution intacte. Nous arrivâmes sur le terrain 2 jours plus tard. L'équipe qui m'avait été assignée était un mélange de vétérans aguerris et de jeunes recrues, à peine sortis de formation. Dès le premier briefing, quelque chose clochait. Les cartes opérationnelles, fournies par l'état-major, présentaient des incohérences flagrantes. Certaines zones stratégiques semblaient décalées de plusieurs kilomètres, et les relevés thermiques, censés confirmer l'absence d'ennemis, montraient, à y regarder de plus près, des anomalies de chaleur récentes. Malgré mes demandes de clarification, le centre de commandement me répondit par un laconique « confirmé ». Poursuivez la mission. Ce fut le signal que je redoutais. Nous marchions droit vers un piège. Quelques heures après notre déploiement, alors que nous approchions du 3e point de contrôle, une explosion retentit. Une roquette RPG pulvérisa le véhicule de tête, projetant des éclats brûlants tout autour. La poussière et le sable nous aveuglèrent, les communications furent brouillées, et le GPS se coupa net. Nous étions en pleine embuscade. Je donnai immédiatement l'ordre de se replier vers un ancien conduit d'oléoduc, repéré sur une vieille carte topographique. Rampant sous la chaleur écrasante, nous progressions, mètre par mètre, tirant nos blessés derrière nous. Mais notre progression s'interrompit brutalement. À quelques mètres, une batterie de missiles automatisés verrouillait la sortie. Aucun temps pour attendre des renforts. Je pris la décision de m'avancer seul. Les minutes s'étiraient comme des heures. Avec un couteau court et une grenade à impulsion, je parvins à atteindre le panneau de contrôle. Mes mains saignaient, le sable s'infiltrait dans chaque plaie, mais je réussis à désactiver le système avec seulement 6 secondes avant la prochaine salve programmée. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Je fis signe à l'équipe de me rejoindre et, ensemble, nous sortîmes du conduit, évitant de justesse l'anéantissement. Mais en inspectant mon casque en fin de mission, je fis une découverte glaçante. Un traceur miniature y était dissimulé, relié à une fréquence codée déjà aperçue dans les fichiers liés au colonel Brice. Ce n'était pas qu'une mission risquée, c'était une chasse à l'homme et j'étais la proie désignée. En tenant le casque entre mes mains, je sentis un froid me parcourir l'échine. À première vue, tout semblait normal. Mais en soulevant la garniture intérieure, mes doigts rencontrèrent un petit boîtier métallique, à peine plus grand qu'une pièce de monnaie. C'était un traceur, relié à un circuit émetteur sophistiqué. Les relevés techniques confirmèrent mes soupçons. Le signal passait par un canal satellitaire crypté dont l'identifiant correspondait à un réseau déjà repéré dans les documents liés au colonel Bruno Brice. Ce n'était pas une coïncidence. Il m'avait suivi à la trace, probablement depuis le moment où j'avais accepté la mission, et avait su précisément où et quand frapper si les choses tournaient mal. Cette découverte transforma ma colère en une détermination glaciale. Il ne s'agissait plus seulement de défendre mon nom, mais de retourner la situation contre lui. Je décidai de réactiver l'ancien canal sécurisé que j'avais utilisé autrefois dans les zones de guerre. Un système si archaïque que peu de gens en connaissaient encore l'existence. Grâce à une série de protocoles de l'heure et de relais anonymes,
je pus intercepter un échange émis depuis la base arrière où Brice avait ses habitudes. Pendant de longues minutes, je n'entendis que des bruits de fond et des voix étouffées, jusqu'à ce qu'une phrase se détache, claire et implacable. « Elle ne rentrera pas. Le plan devait l'enterrer sur le terrain, et nous avions tous les paramètres en main. » Sa voix était reconnaissable entre mille, ce ton assuré de prédateur qui se croit intouchable. Je laissai l'enregistrement tourner, accumulant les preuves, chaque mot devenant une balle que je comptais bien renvoyer dans son camp. Le soir même, je pris contact avec la seule personne en qui je pouvais encore avoir une confiance absolue dans ce genre d'affaires, Élise Duroc, députée et ancienne officière de renseignement, connue pour ses prises de position contre la corruption militaire. Nous avions partagé plusieurs missions d'échange d'informations à l'étranger, et je savais qu'elle ne se laisserait pas intimider par un grade ou une menace politique. En utilisant un chiffrement à double clé, je lui transmis l'intégralité du fichier audio, accompagné des relevés techniques prouvant l'origine et le routage du signal du traceur. Quelques minutes plus tard, elle m'envoya une réponse brève mais lourde de sens. « Reçu, je m'en occupe, restez discrète. » Je coupais toutes les communications non essentielles et rangeais l'équipement dans un compartiment verrouillé. La nuit dans la base avancée fut particulièrement silencieuse, mais pas apaisante. Chaque bruit extérieur me rappelait que Brice avait encore ses relais, peut-être même parmi les personnes censées assurer ma sécurité. Pourtant, je savais que la graine était plantée. L'aveu que j'avais capturé était clair, sans ambiguïté, et entre les mains d'Élise, il deviendrait une arme politique redoutable. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que la partie ne se jouait plus uniquement sur leur terrain. J'avais commencé à déplacer mes propres pièces, et cette fois, c'était eux qui allaient devoir réagir. Lorsque le second huis clos débuta, l'atmosphère était sensiblement différente de la première audience. Cette fois, la salle semblait plus attentive, presque tendue, comme si quelque chose d'important allait éclater. J'étais prête à dérouler ma chronologie des faits, mais à ma surprise, ce ne fut pas moi qui pris la parole en premier. La porte s'ouvrit et Clara entra, un dossier épais serré contre elle. Son pas était mesuré, son regard déterminé. Elle demanda l'autorisation de s'exprimer et, après un bref silence, le président de la commission acquiesça. Elle posa le dossier sur la table et l'ouvrit à la page centrale, révélant des graphiques, des relevés de connexion et des tableaux comparatifs. Sa voix, calme mais assurée, expliqua que, par curiosité d'abord, puis par inquiétude, elle avait mené sa propre enquête numérique. Elle avait croisé les journaux d'accès de ma tablette avec des bases de données publiques et semi-publiques, identifiant ainsi un point de contact bien précis, un réseau interne appartenant au bureau privé d'un sénateur connu pour ses liens étroits avec Bruno Brie. Les métadonnées confirmaient que ce bureau avait reçu et manipulé les fichiers extraits illégalement, avant de les transmettre à une cellule de communication militaire où Brice avait encore des appuis. Elle montra même les correspondances horaires entre l'accès initial depuis le domicile familial et le transfert vers le serveur du Sénat, une démonstration implacable qui ne laissait guère de place au doute. Le président de la commission échangea un regard grave avec les autres membres. Certains prenaient des notes frénétiquement, d'autres gardaient les yeux rivés sur Clara, comme pour mesurer si elle disait toute la vérité. Lorsque ce fut à mon tour de compléter, je présentai l'aveu audio intercepté de Brice ainsi que les relevés techniques du traceur découverts dans mon casque. La combinaison de nos deux apports formait un dossier accablant. En quelques minutes, l'image soigneusement construite par Brice et ses alliés se fissura, puis s'effondra. Le verdict tomba plus vite que je ne l'aurais imaginé.
suspension immédiate de Bruno Brice de toutes ses fonctions consultatives, ouverture d'une enquête élargie sur les complicités internes et annulation officielle de toute mention disciplinaire dans mon dossier. Quand je quittais la salle ce jour-là, un poids invisible s'était enfin détaché de mes épaules. Le ciel de Paris était couvert, mais pour moi, il semblait plus clair que jamais. Je savais que l'histoire n'était pas terminée, que Brice tenterait sans doute encore de sauver ce qui pouvait l'être, mais l'avantage venait de changer de camp. Une semaine plus tard, une enveloppe au sceau doré arriva à ma porte. À l'intérieur, une invitation officielle à une cérémonie de distinction honorifique pour service rendu dans le cadre d'opérations à haute sensibilité stratégique. La date était fixée, le lieu indiqué, et sous mon nom figurait un titre que je n'avais encore jamais vu écrit ainsi: commandant d'opérations spéciales, mention et mérite. Cette fois, ce ne serait pas une salle fermée, mais un podium, et il ne s'agirait plus de me défendre, mais d'être reconnu. Le jour de la cérémonie, la grande salle du ministère résonnait d'un murmure feutré, ponctué par le cliquetis discret des stylos et le froissement des uniformes impeccables. Les drapeaux tricolores encadraient l'estrade, et un projecteur chaud baignait le pupitre d'une lumière presque irréelle. Quand mon nom fut prononcé, je me levai. Le silence se fit immédiat, lourd d'attente. Je montai les marches avec un calme que je n'avais pas prévu, mon regard accrochant au passage celui de mes parents et de Clara, assis au premier rang. Pour la première fois, leur visage n'exprimait ni doute ni condescendance, mais une forme d'attention respectueuse que je n'avais jamais connue. Je pris place derrière le micro et laissai mes mains se poser sur le bois poli. Je parlais simplement, sans emphase, racontant ce que signifie réellement servir, les décisions impossibles, la solitude dans les moments critiques, les vies sauvées que personne ne mentionnera dans un communiqué. Je n'édulcorais rien, mais je ne cherchais pas non plus à régler des comptes. Mon discours n'était pas un plaidoyer pour mon innocence. C'était un témoignage sur l'intégrité et la nécessité de tenir debout même quand tout pousse à plier. À mesure que je parlais, je sentais dans la salle une attention différente, plus dense, comme si chaque mot trouvait une résonance intime chez ceux qui écoutaient. Quand je terminais, il n'y eut pas d'explosion de bruit, mais un moment suspendu, suivi d'applaudissements francs et continus. Après la cérémonie, en sortant sur le parvis, l'air de Paris me parut plus léger. Mes parents m'attendaient, et mon père posa une main ferme mais chaleureuse sur mon épaule. Ma mère, elle, m'enlaça brièvement, un geste simple qui, venant d'elle, valait toutes les déclarations. Clara me tendit un petit cadre en bois contenant une photo de moi en uniforme, prise sur le terrain, un instant que je ne me souvenais même pas avoir vécu. « Celle-là devrait être accrochée chez nous », dit-elle avec un sourire timide. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une reconnaissance silencieuse, et c'était suffisant. Quelques semaines plus tard, à Marseille, je me rendis au mémorial dédié aux opérations spéciales non reconnues officiellement. C'était un espace sobre, face à la mer, où des plaques de pierre sombre portaient les noms et les codes des missions. Mon regard se posa sur l'une d'elles, Opération Tonnerre, commandant, mon nom, guide dans l'ombre. Je touchai la gravure du bout des doigts, sentant sous ma paume la froideur de la pierre et le poids de tout ce qu'elle représentait. Derrière moi, le ressac se brisait contre les rochers. Je compris alors que le vrai but n'avait jamais été de prouver à quiconque qu'ils avaient tort. L'enjeu, le seul qui compte vraiment, était d'avoir traversé tout cela sans perdre qui j'étais, de garder ma vérité intacte. Et cette vérité, gravée là, ne pourrait plus jamais être effacée.